J'ai entendu parler de Franck Sergerie par quelques personnes dans mon entourage. Je connaissais ses produits, des gins qui goûtent pas comme les autres auxquels j'étais habitué. Ses bouteilles aussi, avec des images de personnages de la mythologie, un peu comme des bandes dessinées pour adultes. Des femmes aux formes généreuses, des hommes musclés. Quand on sait que la distillerie s'appelle Vice et Vertu, on comprend pourquoi. Plus vice que vertu, selon moi. Donc, ce Franck Sergerie m'intriguait. Surtout que j'ai appris par la bande que c'est un médecin spécialiste, un radiologiste, qui a décidé de se lancer dans la production d'alcool. Ça augmentait encore plus ma curiosité. Alors, ce que j'ai fait, comme tout le monde, je suis allé voir son profil Facebook. Disons que c'est pas l'image qu'on se fait d'un radiologiste. Sur sa photo de profil, on le voit en train d'analyser une radiographie avec ses grosses lunettes de soleil et il porte un casque de moto. Puis sur une autre photo, il a une barbe de 3 jours, ressemble davantage à un acteur de cinéma, porte les cheveux un peu longs. Ma première impression, il a l'air d'un tripeux plus que d'un docteur. Et c'est pas mal le genre de gars que j'ai rencontré à sa distillerie, installé dans un petit complexe commercial slash industriel de Saint-Augustin-de-Desmaures, à l'ouest de Québec. J'ai travaillé beaucoup quand j'étais jeune dans les bars, les hôtels. Jadis, on était des barman, on n'était pas des mixologues. C'était pas mal la même chose. Puis j'ai toujours eu cette piqûre-là, puis de vouloir avoir un jour un bar haut de gamme, avec des spiritueux haut de gamme. L'endroit ressemble à un décor de film des années 30. Il y a un beau bar, des tables hautes, la lumière est tamisée. Au deuxième étage, il y a une petite plateforme sur laquelle trône une batterie. C'est un endroit que les gens louent pour des événements, des spectacles, des fêtes. Ben oui, avant la COVID, là. Il y a de grandes fenêtres qui montrent les locaux de production où sont installés les alambics. Il en a 3, à qui il a même donné des noms. Mais ça, on va y revenir. Son histoire à lui, elle a commencé dans un avion, comme ça. Puis il y a peut-être à peu près 10 ans, dans un avion d'Air Canada, je tombe sur un article de la revue En route, Oui. qui parlait des whiskies japonais, qui étaient rendus mieux que les whiskies écossais. J'ai réussi à déclasser les whiskies écossais, puis c'est là que ça a piqué mon imaginaire. Puis je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de faire ça au Québec? On a des ingrédients absolument fantastiques. Ça a commencé de même. Fast forward à peu près 7 ans en 2015, j'ai des collègues radiologistes qui prennent leur retraite. J'en ai 3 qui prennent leur retraite back-to-back. À chacun de leurs parties, ils braillent comme des enfants parce qu'ils n'ont pas de plan B. Puis je comprenais pas ça. Je me disais, ils devraient pleurer de joie. Tu es rendu là dans ta vie, tu peux commencer à faire des choses. Fait que ça m'a fait penser que ce serait peut-être le temps de commencer un petit projet de retraite. Fait que je me suis dit, on va faire la distillerie, je vais faire ça soir et fin de semaine. On va essayer de faire des whiskies. Quand je vais être vieux, on va s'amuser, on va ouvrir des barils et tout ça. Au début, personne n'a voulu embarquer dans son projet, sauf sa sœur, mais elle s'est retirée rapidement. De formation, en visite dans plusieurs distilleries de la côte ouest canadienne et américaine, Franck est revenu avec plein d'idées. Il s'est trouvé un local, un tout petit local. Il a rempli de la paperasse de la régie des alcools, des courses et des jeux. Il a attendu 8 mois avant d'obtenir son permis. Et puis, il a acheté ses 2 premiers alambics. Des petits alambics de 100 litres chacun. C'était ça son projet. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Fait que j'ai commencé à m'amuser, soir et fin de semaine. J'ai fait un gin qui s'appelle Be Origin. J'ai envoyé ça à la SAC. 3 semaines après, ils me demandaient mes échantillons. Puis 4 semaines après les échantillons, ils m'ont fait une commande de 3000 bouteilles. Aurais-tu été capable de le faire? Non. OK. Ça fait qu'avec mon alambic de 100 litres, une journée de distillation de 16 heures, c'est à peu près 100 bouteilles, l'équivalent de 100 bouteilles. Mais là, tu as le distillat brut. Il faut que tu le laisses reposer, que tu le dilues, tu l'embouteilles, tu mets les étiquettes et tout ça. Ça fait que je travaillais à temps plein à l'hôpital. Je calculais mes journées de congé de fin de semaine. Puis j'ai dit, j'arriverai pas. Là. Ça fait que j'ai envoyé un premier 100 caisses, 1200 bouteilles à SAC, comme 3 mois plus tard. Puis après ça, 75 caisses, puis un autre 75 caisses. La SAC ont été assez compréhensives. Mais là, je me suis dit, je peux pas continuer de travailler avec ce petit alambic-là. Pour augmenter sa capacité de production, il a commandé un nouvel alambic. Il a attendu 1 an et demi. La compagnie a eu le temps de faire faillite. L'alambic n'est jamais arrivé. Entre-temps, il a agrandi son local. Et c'est là qu'il a été confronté à une décision importante. Fait que j'ai travaillé les 10 premières batches de Be Origin soir et fin de semaine avec le petit alambic. Comme ça. Entre-temps, j'avais lâché ma job à l'hôpital.
Ah oui. Ouais. Ça fait qu'à l'automne 2017, il a fallu que je prenne la décision, quand ils ont fait la commande de 3000 bouteilles, est-ce que je vends la business ou est-ce que je lâche l'hôpital? Mhm. Tu sais, j'avais l'avantage d'être actionnaire d'un groupe de cliniques radiologiques. Fait que ça me permet d'avoir beaucoup plus de latitude. Parce qu'à l'hôpital, on était 17 tu sais, pour les vacances et tout ça. Puis temps partiel, tu peux pas à l'hôpital. Fait que j'ai lâché l'hôpital comme 20 ans d'avance, avant mon plan prévu de vie. Puis je travaille 3 jours semaine finalement en clinique. En Puis clinique. le reste du temps ici, pas mal. Je le sais que ça peut sonner drôle d'entendre un médecin dire qu'il a lâché l'hôpital pour faire de l'alcool. Mais moi, ce que ça me montre, c'est à quel point la passion pour le projet peut être forte. Créer, jouer avec les saveurs, les ingrédients, faire ses recettes, faire des essais avec des fûts. C'est ça qui l'allume. Franck me fait faire le tour de sa distillerie. Il me montre le système qui permet de chauffer les cuves, les alambics. Il y a même un appareil qui permet de moudre le grain qui sert à fabriquer son alcool de base. Pour dire à quel point il pousse le projet plus loin, il a même acheté une terre où il fait pousser son propre grain. Mais il y a 2 ans, on a acheté notre propre terre Ah oui. agricole parce que moi, je voulais faire, c'est de l'alcool de blé majoritairement que je fais ici. Ma vodka est de blé. Ça fait que c'est notre producteur de blé, mais je voulais avoir un blé bien particulier, qu'on appelle un blé blanc tendre d'hiver. C'est du sème à l'automne. C'est un blé qui est fait pour de la farine de pâtisserie. Fait que tu as plus de sucre, tu as moins de protéines, ça fait un alcool plus doux. Ça fait qu'on a acheté la terre pour ça, puis cette année, on a un super beau résultat, j'ai hâte de voir. Fait que c'est mon agriculteur qui exploite la terre, parce que moi, je n'ai pas le temps. Là. Fait que c'est notre terre, il plante qu'est-ce qu'on veut, on y loue notre terre, puis après ça, il nous revend le grain. Mais ce savoir-là, là, de dire je veux ce type de blé-là spécifiquement, ça, c'est par apprentissage, c'est par... C'est à force de jaser avec différents distillateurs, puis lire, puis oui, de l'apprentissage. Chaque sorte de blé a son profil, tu sais, de protéines, puis de sucre, puis c'est un des blés qui est le plus doux. Ça fait que Mais donc, est-ce que tu et au début, tu n'as pas eu de la difficulté à le trouver, ton grain? La première fois que tu en as fait, là, est-ce que c'était à partir de grains Non. locaux aussi? Non. Le but était de faire grain to glass depuis le début. Comme je vous dis, ça, c'était tout le système ici est arrivé 1 an et demi plus tard que prévu. Puis là, il fallait que je livre du gin à la sac. Ça fait comme beaucoup de distilleries, j'ai commencé avec du NGS, de l'alcool du commerce, que je redistille avec des aromates. Mais tous les produits ici sont distillés à 100 Il n'y a pas de blend, là, il n'y a pas de mélange qu'on filtre qu'on met en bouteille. OK. De A à Z. C'est distillé à 100 Ouais. Ça fait que quand ça est arrivé, là, on est tombé dans la production de grains. Puis là, on est en train d'évoluer vers Grain to Glass pour tous nos produits. Mais mon but était de tout ce qu'on faisait en mâche, en grains, de le mettre dans les barils. Parce que les barils, c'est 3 ans. Fait qu'on- Les barils. On revient toujours à ça. Vous vous souvenez le projet initial, ouvrir un baril de temps en temps avec des chums? Ben, des barils, Franck en a plusieurs dans son entrepôt. Il essaie des choses, comme son gin Be Origin vieilli 2 ans en fût de chêne. Mais ce qui l'attend, c'est son whisky. Puis ça, ben, faut attendre 3 ans. J'essaie toutes sortes d'affaires. Ça fait qu'il y a des whiskies qui vieillissent dans des barils de cognac, des barils de Porto, des barils de Sauternes. Puis On- des barils de chêne neuf aussi. Puis on les prend où, les barils? Les barils de chêne neuf, c'est américain. C'est du chêne blanc américain. C'est un tonnelier américain qui fait ça. Les barils vieux, j'ai un broker de barils qui est à Los Angeles. Ça fait que eux autres, leur job, c'est d'aller chercher des barils un peu partout dans le monde. Ça fait que là, à un moment donné, tu reçois un courriel. Hey, j'ai tant de barils de Sauternes, puis tel prix, puis c'est le premier arrivé, premier servi. Les barils neufs, est-ce qu'ils arrivent déjà brûlés, là? Parce que la technique du brûlage, là... Ouais, ça, c'est juste parce que ça fait un bout de temps qu'on les a. Mais l'intérieur est brûlé. OK. Ça fait qu'on a différentes carbonisations qu'on peut choisir, là, de différents degrés de 1 à 5, mettons. Ça fait que moi, je prends toujours un medium char qu'on appelle. Là, ça. Fait que je reste un peu dans le temps de se faire la main, puis tout ça. Après ça, on va jouer avec les degrés de torréfaction. Parce que plus, dépendant s'il est plus ou moins torréfié, bien, ça va changer le profil de ton alcool par la suite. Je prends 30 secondes pour revenir sur l'expression grain to glass, du grain à la bouteille. Dans le monde de la distillerie, il y a essentiellement 2 façons de faire. Acheter son alcool de base, l'alcool neutre, d'une entreprise spécialisée. La plus grosse, c'est Greenfield, qui a une immense usine de production en Ontario. Je vous dirais que la grande majorité des distilleries du Québec font ça. Et puis, il y a les distilleries qui fabriquent elles-mêmes leur alcool neutre à base de grain.
ou de fruits. Hein, si vous avez écouté l'épisode sur le gin de Camerise ou encore la vodka de patate, ben, c'est ce qu'ils font aussi. Vice et Vertu le fait. Circa aussi. La Société secrète à Percé et quelques autres, comme l'équipe de la chaufferie à Granby. Mais ils sont vraiment plus rares. Il faut savoir que produire son propre alcool coûte vraiment plus cher, environ 4 à 5 fois plus cher. Mais ça donne souvent des goûts spécifiques, une signature. Et quand le projet, c'est de faire des alcools de A à Z, le concept du grain à la bouteille prend tout son sens. Et c'est un cran de plus quand le blé utilisé pousse sur ta propre terre. Revenons un peu aux alambics. Vice et Vertu en a 3 et ils ont des noms. Là, celui-là, c'est Ève. Ça, c'est venu de même ou c'est... Non, Ève, okay. C'était comme la fondation. On n'est pas la première distillerie au Québec, loin de là, mais on était dans ahead of the curve un petit peu. Puis Ève, c'était comme la fondation de la distillerie, comme la femme originale. Le gin s'appelait The Origin aussi. Fait que le nom The Origin, ça vient du fait que je pensais pas être en sac. En 2016, c'était pas facile de rentrer dans le SAQ, mais je voulais faire le projet pareil. J'ai dit, m'en prendre un petit branding international un peu. Si jamais ça ne marche pas avec le SAQ, on pourra faire d'autres choses. Okay. Fait que ça vient de là. Fait que Ève, c'est pour ça. L'alambic à gin, fait que comme j'ai eu plus d'alambic que prévu initialement, j'en ai gardé un pour les alcools aromatisés. J'ai gardé Ève pour les alcools. Ici, on a Victor. Fait que Victor, finalement, c'était mon alambic qui allait me permettre d'être victorieux contre Corson. Puis de pouvoir gagner la bataille. Puis en plus, on lui a donné un petit nom un peu russe. Fait que l'architecture rappelle un peu l'architecture. La forme rappelle un petit peu l'architecture russe, le Saint-Pétersbourg et tout ça. Saint-Basile le Bienheureux. Fait que de là, Victor. Puis notre troisième alambic, qui est le Stripping Still, qui est arrivé, ça fait à peu près 6 mois, 6-7 mois. Ça s'appelle Vegas, parce que c'est un Stripping Still, la strip. La strip, oui. Dans ses alambics, il fait bien sûr ses gins, son aquavit, c'est une eau de vie, du whisky et plus récemment une vodka qu'il va lancer à l'automne. La vodka, quand je la fais, c'est erreur aussi. Ça fait que finalement, je la distille, je la rectifie une fois. Ça, c'est ce que ça sent. Ça, c'est des low wines, by the way. Vous allez voir qu'au début, c'est pas super. Ça donne pas vraiment le goût, là. Ouais, c'est... Ça de soufre un peu. Puis, ça pogne un peu au nez. Fait que ça, c'est l'alcool qui est retiré avec tous les poisons dedans, puis le méthanol, puis l'acétone, puis tout. Fait que ça, je mets ça là-dedans. Là, il est plein, puis il prend partir. Je vais le distiller devant. Puis là, je fais une rectification. Puis ce qui sort de là, déjà, c'est vraiment pas mal bon. Après ça, on le filtre au charbon. Puis j'y refais une troisième distillation avec les colons. On passe au bar où Franck me fait déguster ses produits et il en a plusieurs. On commence ou on finit avec la vodka? C'est toi le maître... On va finir avec la vodka. Ah oui, bon. Regardez pour la fin. Vice et Vertu fabrique également 2 gins pour le chef Martin Picard. Je l'avais vu à l'émission Un chef à la cabane à Télé-Québec. C'est le gin de mon oncle et le gin de ma tante. Une belle occasion de visibilité pour la distillerie. J'écoute Franck me parler de ses produits, de ses recettes, et il semble vraiment dans son élément. Sa passion, c'est l'élaboration des produits, trouver les bons ingrédients jusqu'à ce que lui soit satisfait. L'aquavit, un alcool méconnu au Québec. C'est quoi un aquavit? Ça fait que l'aquavit, c'est un alcool qui est d'origine scandinave, qui est distillé exactement comme un gin. Sauf qu'au lieu de mettre de la baie de Genièvre comme aromate principale, tu vas mettre soit de la grenade Carvi ou de la nette. Fait que nous autres, ou les deux, un mix des deux. Fait que nous, on est allé dans le Carvi, ce qu'on sent au nez. On a voulu y donner, souvent l'aquavit est un peu dose, fait qu'on a voulu y donner un petit kick avec la menthe. Ça fait que vous allez sentir la menthe verte là-dedans. Oui. On a de l'écorce de bouleau, bien sûr, on a un petit peu de sumac, puis on a de la fleur d'hibiscus. Il y a juste toi qui en fais de ça? On est 3. Fait que quand tu vas dans l'Ouest canadien ou américain, les distilleries ont toutes 2-3 gins. Puis mettons 4 aquavits. Ça fait que non, on a trippé quand on était allé là-bas. On était allé à un congrès de distillateurs à Portland, puis on avait fait le tour, puis on est revenu ici, puis on a dit on veut faire de l'aquavit. Ça fait que notre agence raisin a dit non, pas d'aquavit, j'en ai dans mon portfolio, puis ça se vend pas.
Fait qu'on a dit, on va en faire pareil parce qu'on aime ça nous autres. Fait que le but à la base, moi, c'est de faire des produits que j'aime. Puis après ça, si les gens l'aiment, tant mieux. Tu sais, je ne vais pas faire un produit pour vendre le plus possible. Je fais des produits honnêtes que j'aime. Moi, quand je développe un produit avec mes aromates, après ça, quand je fais mon panier d'aromates, je les mets en macération. Mon processus, quand je développe un produit, c'est mes petits bocaux, on se prend 0,1 ml ici, puis là, on dit, là, ça nous donne une proportion, mais après ça, on se fait un panier d'aromates, puis là, c'est la vapeur qui passe à travers les... C'est pas la même game pantoute, c'est plus long. Après ça, il faut tweaker, on va mettre un peu plus de sumac, plus d'affaires. Là, on redistille. Mon but premier, c'est de faire le meilleur whisky au monde avec les ingrédients du Québec. Ah bon, Ça on reste, y vient, là. Ça reste OK. ça, là. OK. Ça fait que mon but, c'était de faire ça parce que je me dis, si je veux faire le meilleur whisky au monde avec les ingrédients du Québec, ça ne sera pas du jour au lendemain, là. Ça fait que j'ai dit, on va commencer tout de suite, se faire une expertise avec le temps, puis on va être capable de transmettre ça à des générations futures, puis tout. Non, le projet, c'était ça. Le fait que tu sois scientifique de formation, est-ce que c'est un avantage pour jouer avec tout ça, là? Bien, ça nuit pas. Ça nuit pas. T'en as pas besoin, je pense, quand tu comprends quelques principes de base. C'est sûr que ça nuit pas. C'est pas un prérequis. C'est pas un prérequis. OK. Un doctorat en radiologie, c'est pas c'est pas un prérequis. C'est pas un prérequis, mais quand tu as des petites notions de physique et de chimie un peu là, pour la distillation, puis tout ce qui vient autour, les températures, puis... En terminant, je vous laisse sur une citation du grand philosophe de la Grèce antique, Aristote, qui a dit « La vertu est le juste milieu entre deux vices ». Alambic et compagnie est aussi sur Facebook et Instagram, de même que sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Abonnez-vous et partagez.